Ravi de vous retrouver aujourd'hui donc dans le cadre de la mêlée numérique. Et puis aujourd'hui, on va essayer d'aborder un sujet qui est très actuel, le sujet des ransomware ou rançongiciel en bon français, qui est une menace qui est vraiment pleine croissance. Et donc, pour essayer d'aborder ce sujet-là sous différents angles, je vais laisser se présenter les différents intervenants, puis je finirai après. Donc Fabien. Oui, bonjour, donc je suis Fabien Crozet du cabinet DPE Consulting. C'est un cabinet qui est spécialisé dans la protection des données personnelles. Donc on accompagne des organismes privés et publics de toute taille en fait, sur leur mise en conformité RGPD. Donc on est présent un peu partout en France, à Paris, Lyon, Montpellier, Toulouse. Donc moi je m'occupe de la partie Occitanie, Toulouse et Montpellier, donc avec des bureaux là. On a ouvert des bureaux à Nantes tout récemment. Donc voilà, donc ouais. Bonjour, alors je suis Stéphane, je vais intervenir aujourd'hui sur toute la partie technique. J'ai un background technique essentiellement. Aujourd'hui je travaille chez Anetis plus sur l'accompagnement client pour toutes les problématiques infra, sécurité et workspace. Voilà. Moi je suis Antoine Vacher, je travaille pour Ciblex Technologies, je suis consultant technique aussi. Auditeur technique, je fais beaucoup de missions pour des clients variés de type offensif, test d'intrusion par exemple. Des missions aussi d'analyse informatique post-incident ou de réponse à incident. Bonjour, je suis maître Alexandrine Pantz, avocate au bureau de Toulouse. Mon cabinet est spécialisé en propriété intellectuelle, innovation et surtout data et numérique. Et donc, je vais vous parler plus spécifiquement de la responsabilité des prestataires informatiques en cas de ransomware, voilà, sous toutes les coutures. Et puis je vais finir, donc Frédéric L'Enfant, donc je vais essayer de conduire et d'animer cette table ronde. Moi je suis analyste en cybermenace et protection des données donc chez Continental Digital Services France sur une entité qui travaille sur les services des véhicules connectés. Et parallèlement à ça, je suis expert judiciaire en analyse criminelle et investigation numérique. Et donc en clôture de la table ronde, on aura la chance d'avoir en visio Rémi Dodini, qui est le délégué régional de l'ANSSI, l'ANSSI étant l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, et notamment parce qu'ils ont sorti un guide spécifique sur les ransomware en début septembre. Donc on est vraiment sur l'actualité. Donc ce que je vous propose dans un premier temps, c'est quelques éléments sur le constat. Le constat sur les ransomware. On a une augmentation supérieure à 60% par rapport à 2018. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose, c'est une des menaces en cybercriminalité qui est vraiment de plus en plus présente, avec des paiements qui sont quelquefois effectués. On va conseiller... Merci. On va plutôt conseiller de ne pas payer. On abordera les différents sujets par la suite. Mais effectivement, il y a eu des paiements effectués qui allaient de 45 000 à 250 000 $. Donc, ça peut être des rançons conséquentes. On constate un manque de formation et des faiblesses dans les mots de passe ou la gestion des accès. Donc, ça va être des choses qui vont être abordées par certains intervenants. Et puis, ce qui est important de voir, c'est que ce n'est pas ciblé forcément sur les grands groupes. Les données des PME sont réellement en danger. C'est quelque chose c'est une menace qui va passer bien souvent par des scripts automatisés. Donc, en gros, c'est un peu le même principe qu'un voleur qui va passer, qui va faire toutes les portes pour vérifier s'il y en a une qui est ouverte. Et si c'est ouvert, eh bien, ça va rentrer. Et du coup, on a toutes les chances d'être rançonné par la suite. Donc, quand on parle de ransomware, de quoi s'agit-il ? En fait, c'est un malware qui va chiffrer vos données. Donc, quand on parle de chiffrer, souvent on entend crypter, etc. Voilà, le bon terme, c'est chiffrer. C'est-à-dire qu'en gros, on ne va plus avoir accès à ces données. Et en même temps, ou après le chiffrement, en fait, il va y avoir une fenêtre qui va s'ouvrir et qui va demander une rançon pour justement obtenir la clé de déchiffrement, pour récupérer ces données. Et cette rançon, elle est payable généralement en monnaie virtuelle. Et globalement, c'est souvent du Bitcoin, ça peut être du Monero.
Et donc cette rançon, elle permet en échange de récupérer la clé de déchiffrement pour récupérer ces données. Donc le petit dessin en dessous, si vous voyez, vous avez votre texte en clair, vous avez vos données. Le malware, lui, il va chiffrer vos données, ce qui veut dire qu'elles seront plus lisibles par vous. Et il n'y aura que le cyberdélinquant, l'attaquant, qui va garder, normalement, la clé qui permettra de déchiffrer, donc récupérer ces données. Donc c'est ça le principe d'un ransomware. Et la grosse différence par rapport à un malware classique, c'est qu'en plus, là, on va demander une rançon. Donc, quelques exemples. En moyenne, la demande de rançon, elle porte sur à peu près 111 605 $. Il y a 15% des victimes qui ont payé. Et puis un petit exemple sur la capacité de chiffrement qui peut être très rapide. Par exemple, le groupe Merckx, qui avait été victime de NotPetya en 2017, à savoir que le malware a mis 7 minutes pour chiffrer 45 000 ordinateurs et 4 000 serveurs. Donc ça va très très vite si le malware est bien conçu pour justement suivre le réseau et chiffrer au fur et à mesure les données. 300 millions de dollars de perte de chiffre d'affaires sur ce cas-là. Donc vous pouvez imaginer qu'il peut y avoir des impacts très 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 conséquents. Quelques cas médiatiques, on a tous entendu parler de WannaCry en 2017. Et puis il y a vraiment une évolution depuis 2018. Donc on a vu Petya, NotPetya, Loki. Et puis récemment, on a vraiment des nouveaux groupes qui ressortent. On a Maz, Sodinokibi, un ransomware qui s'appelle Conti également, Ryuk, Phobos, etc. Et le petit schéma à gauche, il montre en fait au mois de septembre, juste septembre, il y a eu un doublement en fait des attaques par ransomware. Donc c'est vraiment une menace qui est très actuelle et qui peut vraiment toucher tout le monde. Également, quand on dit tout le monde, c'est qu'on a tendance à penser au départ aux grands groupes parce qu'ils ont vraiment une stratégie, il va y avoir quelque chose à attaquer particulièrement. Mais comme je le disais précédemment, ça va vraiment toucher les PME, les TPE, les hôpitaux, les administrations, les particuliers, les professions libérales. Un exemple, par exemple, en termes de rançon, de niveau de rançon qui a été demandé aux États-Unis, il y a quelque temps, là, 42 millions de dollars de rançon qui a été demandé à un grand cabinet d'avocats new-yorkais. Donc peut-être que, Alexandrine, tu pourras rivaliser avec 42 millions de dollars. Mais du coup, même les cabinets, même les professions libérales, en fait, peuvent être touchées par ce genre de menaces. Donc, on va attaquer sur un angle plutôt stratégique et mode opératoire. Je vais demander à Stéphane savoir qu'est-ce qu'il pourrait donner comme information sur les vecteurs d'infection, sur les constatations, le temps de traitement par rapport à ce type de menace lorsqu'elle arrive, et puis les évolutions de mode opératoire des ransomware, parce que c'est en train d'évoluer également dans le temps. Merci Frédéric. Donc, pour faire simple aujourd'hui, les vecteurs d'infection de ransomware, c'est les vecteurs qui sont classiques et qui vont marcher. Alors en premier lieu, on va avoir toute la partie vraiment phishing et spear phishing. Donc phishing, c'est j'envoie des campagnes email à des listes par exemple que je vais acheter, qui vont soit être des utilisateurs privés, soit des entreprises. Spear phishing, c'est un peu plus ciblé, mieux fait, mieux personnalisé pour vraiment motiver la personne qu'on va essayer donc de cibler, de donner soit des accès, un couple login, mot de passe, soit d'exécuter, de lancer un fichier avec du code malveillant dedans. Ça peut être un Word avec une macro, ça peut être un PDF ou de visiter un site. Donc ça, le phishing, ça a toujours été le moyen privilégié et ça reste. De toute façon, c'est l'utilisateur, c'est pas le maillon faible, mais sur des centaines ou des milliers d'utilisateurs, il y a forcément un qui va cliquer.
Le second vecteur qu'on voit, c'est les accès qui ne sont pas correctement sécurisés. J'ai des serveurs que je mets à disposition de l'utilisateur, de l'utilisateur, donc de mon employé qui est externe. Donc ça peut être des serveurs web, des serveurs Windows sur lesquels on va se connecter en bureau distance RDP. Ça peut être des accès alors pour les admins pour se connecter au serveur. Donc forcément, s'ils sont joignables depuis Internet, on a des robots qui vont tourner, qui vont tester toutes les combinaisons classiques de credentials, donc de couple login-mot de passe, qui vont tester les mots de passe par défaut. Et forcément, toujours pareil, sur la masse, il y en a toujours un qui va être bon. Le troisième, donc là, c'est pas la faute de l'entreprise ou de l'employé, c'est juste un site web qui s'est fait pirater et qui s'est fait pirater. Et lorsque l'utilisateur va le consulter, il va télécharger du code malveillant. Donc ça, c'est aujourd'hui les trois points principaux, les trois principaux vecteurs d'attaque. Donc le phishing, les accès mal sécurisés du SI et le téléchargement de code malveillant. Après, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Vous pouvez aller. C'est tous ceux qui sont classiques aux attaques. Vous pouvez aller sur le site, je sais pas, par exemple du Mitre, qui va lister tous les vecteurs d'infection initiale. Donc c'est intéressant. Alors moi, à titre d'exemple, j'ai géré quelques ransomware à l'époque, donc ça sera le sujet juste après. Mais donc les ransomware, on va dire, qui ne sont pas ciblés, ceux qui font pas trop mal encore. Donc principalement, c'était email, donc phishing, et visiter le mauvais site au mauvais moment. Bon, une fois qu'on en est là, qu'est-ce qui se passe ? Forcément, la charge est déposée sur la machine. Et là, on a deux possibilités. Ça dépend du contexte. Frédéric l'a dit. Soit on est sur un ransomware qui est totalement, qui n'est pas, la campagne n'est pas personnalisée. C'est juste du phishing. J'envoie à 1000, 2000, 3000 adresses différentes. Soit c'est un ransomware qui se déploie et derrière, on a toute une équipe qui va travailler à avoir le plus d'impact possible. Il faut garder en tête que le ransomware, c'est à la base un malware, mais c'est avant tout une finalité. Le ransomware, c'est arriver à faire payer une rançon à l'entreprise. Forcément, ça s'est démocratisé parce qu'on avait avant, on a eu l'avènement du Bitcoin et des crypto-monnaies, donc permettre un paiement anonyme. Et aussi, cette notion de je fais une attaque mais qui est réversible si tu me donnes de l'argent. Je vais chiffrer ton SI, mais derrière, et toutes tes données, mais derrière, si tu me donnes de l'argent, je te le redonne à peu près dans le même état. C'est jamais dans le même état, in fine, mais bon, voilà. Ce qui fait que on a ces deux types de ransomware, vraiment les ciblés et les génériques. Donc jusqu'à avant 2017, jusqu'à récemment, c'était principalement du ransomware qui se déployait sur une station et qui allait chiffrer et la station et les lecteurs réseau, donc c'était l'impact qui était moindre. Maintenant, ce qu'on voit avec des cas comme Altran, il y en a plusieurs, le CHU de Rouen, etc., c'est la charge qui est déposée, c'est pas un ransomware, c'est juste un point d'entrée. Et derrière, les attaquants, ils vont faire du déplacement latéral, donc ils vont se balader un peu dans le système d'information. Ils vont aller se créer des backdoors, donc des moyens d'accéder au SI plus tard. C'est des attaques qui peuvent être très très longues. Je compromets un ordinateur et puis 3 mois, 4 mois, 1 an plus tard, je me remets à travailler l'attaque. Et donc, en fonction, donc c'était un des points sur les constatations et le temps de traitement, on peut avoir des effets qui sont totalement différents. Par exemple, les ransomware que j'avais gérés, on va dire que c'est 2-3 jours d'indisponibilité sur le SI. Donc pendant ce temps-là, on ne produit pas. C'est-à-dire qu'on a un ransomware qui va se déployer sur le PC, qui va chiffrer et le PC et le serveur de fichiers. Il faut faire la restauration. Donc là, ça peut vite prendre un peu de temps. Mais par contre, et c'est ça le souci aujourd'hui, sur les ransomware qui sont ciblés, qui sont travaillés par des groupes professionnels, avec des grosses rançons, là, on parle en semaine, voire en mois d'indisponibilité et de reprise d'activité. Donc, c'est vraiment un risque qui est important.
Ce risque, de toute façon, a toujours existé. Sauf qu'aujourd'hui, il a été démocratisé parce qu'à la suite d'une attaque informatique, on peut facilement faire de l'argent. Et c'est ça le souci principal. C'est que c'est très simple d'avoir une grosse rançon une fois qu'on va cibler les entreprises. Quel est le point suivant? Les évolutions de mode opératoire de ransomware. Donc voilà, c'est la professionnalisation. Frédéric en parlera juste après avec le ransomware as a service. Mais aujourd'hui, on a tout un écosystème criminel qui existe, qui, de la phase de reconnaissance où j'ai besoin d'adresses pour envoyer mon phishing, donc je peux acheter ces listes. Je ne suis pas un spécialiste, je veux cibler une entreprise en particulier ou me faire de l'argent, je peux acheter ces listes. J'ai besoin d'accès compromis parce que je ne suis pas très très fort en technique ou je n'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Je peux acheter des accès déjà compromis pour quelques dizaines ou centaines de dollars. Et derrière, une fois que j'ai ça, je peux déployer mon ransomware. Et si je ne sais pas faire de ransomware, je peux même acheter un ransomware, je vais louer les services d'un éditeur de ransomware. Donc, c'est vraiment aujourd'hui le problème, c'est que j'aime bien donner cet exemple, mais avant, quand j'installais un logiciel craqué, j'avais l'antivirus qui disait attention, il y a un trojan. Bon, je m'en fichais. Maintenant, je suis une entreprise, j'installe un trojan, potentiellement j'ai quelqu'un qui va venir derrière. Donc le trojan, c'est quelque chose qui va s'installer sur l'ordinateur et qui donne un point d'accès à un attaquant. Maintenant, la moindre petite faille, le moindre point d'accès que j'ai sur mon SI peut conduire à cette compromission et cet arrêt d'activité. Donc ça, c'est vraiment un souci et je pense que ça va aller en grandissant. Merci Stéphane. Effectivement, sur les évolutions, je vais rebondir sur ce que tu disais. Il y a vraiment une évolution. Sur le ransomware, au départ, on était vraiment sur une perte de disponibilité, c'est-à-dire l'accès au service ou l'accès au système. La grosse évolution également qu'on peut noter ces derniers temps, c'est qu'on arrive à une perte de confidentialité. Parce que comme l'expliquait Stéphane tout à l'heure, les attaquants maintenant vont prendre un accès dans le réseau, vont étudier le système, identifier quelles sont les données qui sont les plus stratégiques. Il va y avoir déjà une partie exfiltration des données, parce qu'après, dans la demande de rançon, en plus de l'aspect si vous voulez récupérer vos données, il faut payer, il y a en plus le deuxième effet qui se coule, qui est si vous ne me payez pas, en plus je diffuserai vos données en termes de fuite de données en fait, sur Internet public. Donc c'est une nouvelle aussi évolution où on voit bien dans les critères de la cybersécurité, on a toujours la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. Le ransomware, au départ, il visait plutôt la notion de disponibilité. Et maintenant, en plus, on a la notion de confidentialité. Et l'intégrité par défaut, effectivement, parce qu'il modifie les données. Et puis plus tard, on peut même imaginer aller plus loin. La finalité encore, c'est le paiement de la rançon. Donc aujourd'hui, on va rendre indisponible le système d'information. On va aller exfiltrer de la donnée. Donc forcément, tout ça, c'est quand je vais acheter ou payer mon ransomware, j'ai déjà tous ces outils d'inclus plus ou moins faits, plus ou moins discrets. Derrière, on peut très bien imaginer demain tout ce qu'il faut pour aller attaquer le système d'opération d'une entreprise. Si je suis une usine à mes machines, si je suis un opérateur d'importance vitale, mes stations de traitement d'eau, etc. Enfin, je dis, voilà, donc ça va encore évoluer. Voilà, et donc, comme on évoquait, on n'est pas tous, bien sûr, capables de créer un malware qui va chiffrer les données d'une victime. Donc, les attaquants, ils ont bien vu qu'il y avait un business model derrière, et donc ils vont proposer des malwares. Alors, il y a les malwares as a service, et là, du coup, c'est un malware spécifique, c'est le ransomware as a service, où c'est des accès, où on va pouvoir mettre sa propre adresse de wallet Bitcoin, de porte-monnaie Bitcoin pour récupérer en fait le paiement des rançons. Et donc en fait, on va louer les services d'un ransomware pour aller attaquer telle ou telle cible, voire, comme on disait, un script automatique. Donc ça, c'est aussi un gros problème parce que c'est aussi ce qui fait que ça se démocratise, c'est que c'est offert à des gens qui sont non techniques, mais du coup qui vont pouvoir se rendre coupables de ce genre de menaces cyber, qui n'est plus réservé uniquement à des techniciens. Donc le ransomware as a service plus une vulnérabilité sur son système, c'est vraiment un tandem mortel. Donc il faut vraiment prendre en compte ces différents aspects. Un autre point, c'est connaître son ennemi. Généralement,
On va parler de type d'attaquant. On a les États, où on va plutôt avoir un objectif d'espionnage ou de manipulation. Le crime organisé et les experts individuels, où là, il va y avoir plutôt un objectif de gain financier. Les script kiddies, on les appelle comme ça, c'est un petit peu les débutants qui, eux, vont se tester. C'est vraiment pour découvrir. Donc, il y a vraiment une notion de jeu et puis toujours une notion d'ego. Donc, en plus, généralement, ils vont se vanter d'avoir fait telle ou telle attaque. Les activistes, où eux, c'est vraiment un gain, un objectif d'opinion, d'accord, de faire passer une idéologie. Et puis les enquêtes internes, où là, on va retrouver plutôt des problématiques de sabotage pour des problèmes de reconnaissance ou toujours cette possibilité de fraude sur les gains financiers. Donc, pour le ransomware, les attaquants qui nous intéressent principalement, ils sont plutôt sur la partie crime organisé, expert individuel. D'accord ? Là, on est plutôt sur ce volet-là. Maintenant, sur les indices qui montrent qu'on est attaqué, souvent, on va parler, donc Stéphane a parlé de liens RDP. C'est vraiment les accès, d'accord ? Les capacités d'accès sur le système. On peut aussi identifier l'apparition d'outils logiciels inconnus sur le réseau, la désactivation de l'Active Directory ou la corruption des sauvegardes. Et puis, du coup, comment arrêter les agresseurs lorsqu'ils sont entrés dans le système d'information ? Et c'est la question qu'on va poser à Antoine. Antoine, plutôt sur un angle réponse à incident. Vraiment, quand on découvre qu'on est compromis, quelles vont être les opérations à réaliser en urgence, à moyen terme, à long terme, et puis les problématiques que tu as pu rencontrer et les bonnes pratiques justement pour limiter ce type de risque. Alors, déjà, il y a des systèmes d'information de taille et de type très différents. Et évidemment, entre une profession libérale qui a peut-être 1 ou 2 ordinateurs et un groupe qui en a des dizaines de milliers, ça ne va pas tout à fait être pareil, mais on peut quand même donner des principes de base. Effectivement, en 3 temps, dans l'urgence vraiment absolue, il va falloir essayer d'arrêter la propagation. Comme tu disais, 7 minutes pour chiffrer des dizaines de milliers de machines, il faut aller très vite. Il y a une notion d'entraînement derrière, on y reviendra, ça c'est sur le long terme pour savoir aller vite. Et ensuite, une fois que la contagion est contenue, est stoppée, on peut essayer de remettre le système d'information dans un état propre. Donc sur la première partie, quand on constate que c'est en cours de chiffrement, alors soit on constate qu'il y a le message de rançon, là c'est clair, mais il y a des moyens plus subtils, comme tu disais, de le voir, l'apparition de fichiers avec des extensions bizarres, des choses comme ça. Dès qu'on constate, une des premières bonnes pratiques, c'est de déconnecter du réseau les machines concernées, les déconnecter du réseau, mais pas les éteindre électriquement, parce que il y a certains outils qui permettent de récupérer des fichiers pour certains ransomware qui ont été développés par des éditeurs d'antivirus, par la gendarmerie, il y en a eu par exemple. Et des fois, ces outils-là ont besoin que le ransomware soit en cours d'exécution parce que la clé, par exemple, est dans la mémoire. Donc si vous avez éteint la machine, c'est foutu. Par contre, déconnectez-la du réseau, au moins, là, ça ne se propagera pas plus loin par le réseau. Ça, c'est vraiment l'urgence absolue. Et il faut essayer de déterminer quelle est la source, d'où ça vient. Comme on l'a expliqué précédemment, il y a plusieurs vecteurs d'attaque. Ça peut être par exemple un mail avec une pièce jointe qui contient au hasard un fichier Word avec une macro. Si on arrive à identifier ce mail-là, on est capable déjà d'informer ses utilisateurs. Attention, il y a une attaque en cours, n'ouvrez surtout pas ce fichier. Si vous l'avez fait, prévenez la DSI, prévenez-nous qu'on puisse agir. Ou ça peut être la visite d'un lien, par exemple, la visite d'un site malveillant. Si on arrive à repérer quel est le lien en question, et que dans son système d'information, on a ce qu'on appelle un proxy web, c'est-à-dire une machine par laquelle passe toute la connexion web, on est capable de dire au proxy, cette URL-là, tu l'interdis. Comme ça, même si les gens cliquent, ils n'iront pas sur le site. Tout ça, ça nécessite d'avoir fait une analyse rapide, d'avoir trouvé et d'avoir les procédures pour savoir bloquer dans le proxy très vite. Donc ça, c'est l'urgence. La toute première chose qu'on fait en général, c'est qu'on se réjouit ou on pleure concernant les sauvegardes. Voilà. Dès qu'on constate qu'on est victime d'un ransomware,
est-ce que j'ai des sauvegardes? Est-ce qu'elles sont récentes? Est-ce que je suis sûr qu'elles ne sont pas corrompues? Est-ce que je sais les restaurer? Donc, soit la réponse est oui à toutes ces questions, et ça nous embête toujours d'être victime de ransomware, mais on sait au moins qu'on pourra s'en sortir. Si on n'a pas fait les sauvegardes, là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, la toute première étape, c'est se réjouir ou pleurer. Ensuite, arrêter la contagion. Et une fois que la contagion est stoppée, on va essayer déjà d'identifier. Est-ce qu'on peut savoir quel est le ransomware qui nous attaque? Donc, pour ça, je citerai un site, vous pouvez aller voir, qui s'appelle No More Ransom, où il nous indique comment repérer des ransomware connus. Donc, en général, ça passe par le message de rançon. Donc, il faut essayer de garder une capture du message de rançon. Les extensions des fichiers qui sont chiffrés et garder des exemples, garder 2-3 fichiers chiffrés pour pouvoir tester à l'avenir si dans le futur il y a ou même dans le présent, il existe des outils décrypteurs, on dit, c'est-à-dire qui permettent de récupérer les fichiers sans qu'on ait payé la rançon. On va pouvoir tester avec les échantillons qu'on a gardés. De manière générale, il vaut mieux garder, surtout si vous n'avez pas de sauvegarde, vous gardez les fichiers chiffrés, parce que peut-être qu'aujourd'hui, on ne peut rien en faire, mais peut-être aussi que dans le futur, pour plein de raisons, soit il y avait une faille dans le malware qui a été identifiée et on est capable de récupérer les données, soit des clés de chiffrement ont été récupérées par plein de biais, ça peut être des opérations de police, ça peut être plein de choses, et avec ces clés, on va peut-être être capable dans une semaine, un an, je ne sais pas, de récupérer les fichiers. Donc, les jetez pas, surtout si vous n'avez pas de sauvegarde, même si vous ne pouvez pas les récupérer, vous les mettez dans un coin et vous n'y touchez plus jusqu'à nouvel ordre. Sur un serveur sécurisé, quoi. Ouais, même déconnecté, c'est mieux. Hein. On met voilà, on prend un disque. Tout dépend le volume, évidemment, si c'est des milliers de serveurs ou si c'est juste votre station chez vous. Mais de le mettre sur un disque offline et dans un coin, comme ça, si jamais un jour on peut déchiffrer et on en a besoin parce qu'on n'avait pas les sauvegardes, on pourra peut-être récupérer. Voilà, ensuite, vraiment ce qui est important, c'est l'entraînement. Enfin, c'est savoir quoi faire. Comme on l'a dit, ça va très vite. Et du coup, si on n'a pas les procédures, si on ne s'est pas préparé, on va être dépassé par la vitesse de la chose. Et donc pour ça, il y a beaucoup de choses à mettre en place en termes de gouvernance, surtout pour les grandes entreprises, en termes de gouvernance, c'est-à-dire construire des plans, c'est très militaire, hein, c'est comme se préparer à être attaqué, donc construire des plans, dire, voilà, s'il y a une attaque, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les personnes identifiées? Monter une cellule de crise, c'est-à-dire identifier des personnes qu'on va contacter s'il y a une attaque. Ça peut être des personnes de votre entreprise, vos spécialistes en cybersécurité qui sont peut-être des prestataires. Savoir les identifier, savoir les contacter, qu'ils soient d'accord évidemment, que tout ça a été organisé avec eux. Comment on les mobilise, quels moyens de communication on va utiliser, sachant que si notre système d'information est tombé parce que le ransomware a tout chiffré, il faut qu'on ait quand même un moyen de communication. Donc on tombe des fois dans des cas où ça a été mal préparé et en fait ça tourne en boucle. Par exemple, les moyens de communication sont sur le système d'information, mais le système d'information est indisponible. Du coup, on n'arrive pas à communiquer entre nous. Et donc, ça se finit des fois par des moyens plus ou moins détournés, par des conversations sur WhatsApp, par des choses qui n'étaient pas prévues. On perd du temps et le temps dans le cas du ransomware, ça veut dire qu'il va potentiellement, il va continuer à se déployer. Et on va perdre plus d'argent et on va mettre plus de temps à le remettre sur pied. Donc bien se préparer, bien faire des sauvegardes. Donc être sûr, personne n'aime faire des sauvegardes, hein, mais par contre, on aime bien les avoir quand on a un problème. Donc ça, il faut se forcer à avoir des procédures de sauvegarde, à vérifier qu'elles tournent, les surveiller pour vérifier qu'elles marchent toujours, et s'entraîner à les restaurer. Donc c'est des exercices en fait, faire des exercices de crise. On va dire, bah voilà, aujourd'hui on va prendre l'exemple, on n'a plus accès à toutes ces machines-là, est-ce qu'on est capable de les remonter? Parce que des fois il y a des cas aussi où les sauvegardes elles sont sur le réseau, mais du coup elles sont chiffrées, et du coup on ne peut pas restaurer les sauvegardes
parce qu'elles sont chiffrées, et donc comment on fait? Là, on est bloqué. Ou alors, les sauvegardes, elles sont sur un serveur qui est déconnecté, mais pour pouvoir se connecter au serveur, on a besoin d'un mot de passe, mais qui lui-même est stocké sur un autre serveur qui a été chiffré, donc on n'a plus accès. Donc il faut bien s'entraîner à essayer d'évaluer tous les cas et être sûr qu'on pourra récupérer ces sauvegardes-là. Et après, il peut y avoir des exercices plus génériques en cybersécurité. C'est toujours intéressant de se préparer à une crise et éventuellement de mettre les utilisateurs dans la boucle. Ça, c'est quelque chose pour bien leur faire comprendre qu'ils font partie de la... Alors, on ne va pas leur dire qu'ils font partie du problème, même si effectivement, souvent, ça vient de l'utilisateur qui a ouvert quelque chose. Mais ils font aussi partie de la solution parce qu'il faut les sensibiliser à rapporter quand ils constatent, si c'est les premiers à être victimes du ransomware, ça va être eux en première ligne qui vont avoir la possibilité de constater quelque chose. Constater qu'il y a des fichiers qui disparaissent, constater qu'il y a des programmes nouveaux, constater qu'ils n'ont plus accès à certaines choses alors qu'ils devraient. Et donc, il faut les sensibiliser à se retourner vers leur DSI pour déclarer le problème. On ne leur reprochera jamais d'avoir déclaré quelque chose alors que, en fait, c'était pas grave. Mais par contre, s'ils ont repéré quelque chose d'anormal mais qu'ils ne l'ont pas signalé, là, potentiellement, on va leur reprocher. Merci Antoine. Donc effectivement, on voit bien, l'utilisateur, c'est vraiment un maillon clé dans la chaîne de la sécurité. Il ne faut vraiment pas l'oublier. Un autre point, je pense juste rebondir là-dessus, c'est les mises à jour. Les mises à jour vraiment des systèmes, parce que bien souvent, il y a des malwares qui vont exploiter une vulnérabilité. Et le principe de la mise à jour, c'est vraiment justement corriger les vulnérabilités. Donc un système à jour va permettre de réduire considérablement la fenêtre d'exposition en fait, de l'attaque. On va justement voir, quand on a une attaque, il y a différents impacts par rapport à cette attaque. Donc principalement, des impacts financiers, mais également, comme disait Antoine tout à l'heure, c'est est-ce qu'on a déjà identifié une équipe technique qui va pouvoir intervenir? Donc ça veut dire qu'il faut identifier, il faut avoir les ressources financières également pour prendre en compte les enquêtes techniques, les frais de prestataires spécialisés, les notifications, on y reviendra tout à l'heure, à des clients éventuellement, la mise en conformité réglementaire, tout ce qui est augmentation des primes d'assurance potentielles, les augmentations des coûts de la dette de l'entreprise, les perturbations sur l'interruption des activités. Et puis tout ce qu'il va y avoir comme mesures à prendre par la suite sur la sécurisation des données des clients post-incident, la remédiation et tout ce qui était procédure de continuité d'activité, l'amélioration des dispositifs de sécurité, justement pour prendre en compte cet incident, tout ce qui est relations publiques également, pour bien gérer l'aspect communication. Et en termes de conséquences qui est plutôt en coût indirect, l'érosion du chiffre d'affaires qui va être liée à la perte de contrats clients potentiellement, la dépréciation de la valeur de marque de l'entreprise ou la perte de confiance accordée par les clients, voire la perte de confiance des équipes en interne par rapport à des fuites également de talents, etc. Donc on a dans tous les types d'attaques des coûts qui vont être directs et des coûts indirects qui vont se retrouver en fait par la suite. Donc Fabien, j'aimerais que tu puisses aborder là sous un angle plutôt RGPD, donc sur la protection des données personnelles. En fait, on voit que la menace du ransomware a également un impact et demande du coup à réaliser un certain nombre de procédures. Donc, quelles sont les obligations en matière de RGPD? Alors, le RGPD, bon, tout le monde sait ce que c'est maintenant aujourd'hui. C'est un règlement général sur la protection des données. Et comme tu viens de le dire, Frédéric, en fait, ça nous concerne, enfin, ce règlement va concerner uniquement les données à caractère personnel, les personnes physiques. Donc c'est un sous-ensemble des données que peut posséder une entreprise. Pour autant, c'est un sous-ensemble super important, parce que les personnes physiques dans une entreprise, ce sont les salariés, ce sont les clients. Donc pour ainsi dire, toutes les entreprises sont concernées, parce qu'elles ont toutes des salariés, au moins un, elles ont toutes des clients, au moins un. Donc ça concerne vraiment toutes les entreprises. Alors dans le cas d'un ransomware, donc évidemment, ça rentre dans la catégorie des failles de sécurité, des violations de données. Donc en fait, il peut y avoir, comme tu le disais tout à l'heure, des conséquences qui vont rendre inaccessibles les données, par exemple, qui vont éventuellement les altérer au moment du
paiement de la rançon, on va rendre les données, mais on ne sait pas du tout si elles n'ont pas été altérées, si elles ont été modifiées. Donc ça peut avoir des conséquences effectivement sur ces données à caractère personnel. Et puis autre chose aussi, c'est que même si vous payez la rançon, les données peuvent être divulguées de toute façon dans la nature. Donc ça peut avoir des conséquences effectivement pour les entreprises, mais surtout pour les personnes concernées. Alors ce que dit le RGPD, il ne dit pas aux entreprises d'être infaillibles. C'est très difficile aujourd'hui de garantir qu'il y a zéro risque qui peut survenir dans une entreprise. Pour autant, ce que demande le RGPD, c'est que les entreprises soient préparées. J'ai dit plein de choses intéressantes, hein. Vous avez entendu quand même. Bon, ce que demande le RGPD finalement, c'est que les entreprises soient préparées, qu'elles aient un petit peu anticipé en ayant bien une bonne connaissance des données à caractère personnel qu'elles traitent chez elles. Et donc ça veut dire qu'il faut identifier et évaluer le risque qui pourrait survenir sur les catégories de données. Alors si une entreprise travaille sur des données sensibles comme les données de santé, donc une attention particulière va être apportée. Donc ce que demande le RGPD, c'est que ces entreprises qui mettent en place des mesures doivent mettre en place des mesures. Alors ça peut être des mesures techniques, hein, ça peut être des contrôles d'accès, des authentifications fortes, hein, il y a toute une série de mesures techniques et logiques pour garantir un niveau de sécurité suffisant, mais également des mesures organisationnelles. Hein, c'est-à-dire que organisationnel, c'est un mot-clé qu'on a dit un petit peu tout à l'heure aussi, c'est que les salariés doivent être sensibilisés, doivent être formés aussi. Il faut que les salariés qui ont accès à de la donnée personnelle, et en particulier de la donnée sensible, aient des habilitations pour y accéder, par exemple. Donc tout ça, ça fait partie des choses d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue technique, que doit mettre en place une entreprise. Et donc, ce que demande surtout le RGPD, si une entreprise fait ça, si elle met en place ce genre de choses, il faut qu'elle soit en mesure de le prouver aussi. Parce que le RGPD, un des principes fondamentaux s'appelle l'accountability, c'est-à-dire c'est la responsabilisation de l'entreprise. Elle doit être en mesure de prouver qu'elle a bien mis en place des mesures techniques et organisationnelles. Alors ça, c'est un point très important, hein, parce qu'en fait, ça implique de produire ce qu'on appelle une procédure de gestion des violations de données. On a évoqué tout à l'heure la notion de procédure. Donc une procédure, elle doit être aussi accompagnée d'une sensibilisation des salariés. Si vous mettez en place une procédure et que les salariés de l'entreprise ne sont pas du tout au courant, ça ne va pas servir à grand-chose. Hein, la procédure, elle a pour but, si vous voulez, déjà d'identifier quand il y a une menace, de savoir quoi faire, qui contacter à l'intérieur de l'entreprise. Ça peut être le DSI, ça peut être le délégué à la protection des données. En fait, une cellule de crise, de manière générale. En général, dans des entreprises un peu importantes, on crée une cellule de crise dans laquelle va être, par exemple, un DSI ou un RSSI, éventuellement un DPO, et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Et ensuite, on identifie éventuellement s'il y a parmi les données qui ont été touchées par un ransomware ou un autre type de violation, s'il y a de la donnée à caractère personnel. On va essayer d'identifier si les données qui ont été divulguées, altérées, etc., peuvent avoir un impact sur les personnes physiques. Et ça, c'est une analyse qui n'est pas si évidente que ça. Hein. Et donc, ce qui est demandé obligatoirement aux entreprises dans le cadre du RGPD, donc dans le cadre de cette procédure, c'est de toute façon, c'est de notifier, c'est déjà d'enregistrer la violation, quelle qu'elle soit, dans un registre. D'accord ? Ça, c'est la première étape, ça, c'est obligatoire. Il y a une violation de données à caractère personnel, il faut le mettre dans un registre. Ça, c'est la première chose. Ensuite, en fonction du risque qui peut avoir sur les personnes physiques, on va prévenir l'autorité de contrôle. L'autorité de contrôle, donc en France, c'est la CNIL. Et en fonction du niveau de risque, si le niveau de risque est très élevé, par exemple, on va être obligé d'informer les personnes concernées. C'est-à-dire qu'en général, on peut les informer de manière individuelle, mais c'est parfois très difficile. Si vous avez des dizaines de milliers de clients, par exemple, hein, qui sont concernés par une violation de données, donc là, on va vous demander de faire une communication publique. Donc on a eu quelques exemples hein, récemment. Un des exemples récents, c'est EasyJet, hein, tout récemment, qui a fait une communication en disant qu'il y a eu une violation de données, il y a eu un certain nombre de données qui ont été divulguées dans la nature, etc. Donc ça, ce sont vraiment les obligations au niveau de l'entreprise. C'est vraiment d'enregistrer toutes les violations, le cas échéant d'en informer la CNIL et potentiellement les personnes concernées.
Voilà, donc c'est pas simple à mettre en œuvre, hein, évidemment. C'est pour ça qu'une procédure de gestion est importante. Parce que dans la procédure, il y a aussi tout l'aspect gouvernance, hein, c'est-à-dire qui fait quoi, qui va prévenir la CNIL, qui va prévenir les personnes, sous quelle forme on va les prévenir, quel est le courrier qu'on va adresser aux personnes, parce que dans le courrier qu'on va adresser aux personnes qui sont concernées par une violation de données, il faut leur expliquer ce qui s'est passé. Il faut leur dire, ben voilà, tel jour à telle heure, on a eu une violation de données de tel type, un ransomware qui a divulgué vos données, même alors qu'on a payé la rançon, par exemple. Vous allez expliquer ce que vous avez mis en œuvre. Et ça, c'est super important parce qu'en fait, ce que je disais au tout début, d'anticiper un petit peu tout ça, de bien connaître la nature des données qu'on traite, on va mettre en place déjà des mesures par défaut, hein, de sécurité. Et en fonction de la violation, de la nature de la violation qu'il y a eu, on va en tirer les conséquences, en fait. On va essayer de comprendre pourquoi il y a eu cette violation de données, pourquoi il y a eu cette fuite de données, et on va mettre des mesures correctives. Voilà, donc la procédure va aussi proposer aux entreprises de mettre en place des mesures correctrices pour éviter que ça se reproduise dans la mesure du possible. Hein. Donc c'est essayer de mettre tout ça en place. Voilà. Et puis après, dans la partie procédure, il y aura tout l'aspect contrat. Bon, je pense que c'est Alexandrine qui peut parler de ça. Quand il y a un prestataire qui est impliqué là-dedans, forcément, ça a aussi un impact de ce côté-là. Merci Fabien. Effectivement, donc, on revoit encore aussi bien sur un aspect technique que sur un aspect organisationnel le besoin d'anticipation, hein, d'un incident de sécurité et de préparation. Concernant les modèles, je pense qu'on peut aussi évoquer qu'il y en a beaucoup sur le site de la CNIL, avec des modèles de template, etc., sur la partie des violations de données. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de la CNIL qui contient énormément d'informations. Et effectivement, maintenant, on va aborder vraiment l'angle juridique et contractuel avec Alexandrine. Du coup, quels sont les impacts plutôt sur une orientation contractuelle? Quelles sont les mentions essentielles aussi à anticiper vis-à-vis de ces clients qui peuvent être impactés par la menace du ransomware également? Et la relation qu'il peut y avoir également avec l'émergence des assurances liées au risque cyber. Voilà, donc on m'entend là avec ce micro? Donc, comme j'ai une allergie, je ne peux pas porter le masque trop longtemps parce que sinon je me mets à tousser. J'ai une prescription médicale si vous le souhaitez. Donc, je m'en excuse par avance. Je pense que je respecte les distances de sécurité physique et physiologique et logicielle. Donc, on peut avancer sur la notion de contrat. Effectivement, il y a 3 questions dans ce propos-là. On a une question à l'égard des prestataires, une question à l'égard des salariés, de ses clients et de son assurance. Donc ça fait beaucoup de contrats. Effectivement, on se dit en préparation, on va mettre en place des plans de gestion de crise, des plans de continuation, de rétablissement avec des prestataires. On a des antivirus, on a déjà des prestataires IT qui nous ont installé l'infrastructure. Et avec toutes ces personnes, on est ceinture super bien avancée. Sauf que l'attaque arrive. Alors, l'attaque arrive. Forcément, l'attaque, ce n'est pas une cause de force majeure. L'attaque est prévisible, puisque c'est comme vous faire voler la voiture, c'est prévisible. Et puis surtout, si vous cherchez un curseur, à partir du moment où vous avez un contrat d'assurance qui pourrait couvrir le risque, c'est que le risque existe. Donc, ça ne rentre pas dans une cause de force majeure, comme ça a pu être largement discuté pour d'autres types de virus. Donc, à partir du moment où vous êtes attaqué par un virus informatique, c'est un risque prévisible et qui doit être prévu dans le contrat avec votre prestataire informatique. Il faut précisément que soit marqué son niveau de réactivité, son niveau de responsabilité en cas d'attaque. Est-ce que déjà il est concerné dans sa mission principal? Est-ce qu'il va vous assister? Est-ce qu'il est concerné par l'une des mesures de sécurité qui a été mise en place dans votre entreprise? Effectivement, c'est imposé par le RGPD, mais c'est aussi imposé pour toute mise en œuvre contractuelle. Parce que si vous ne lui avez pas délégué ou si vous ne l'avez pas missionné pour mettre en place une mesure de sécurité, sa responsabilité ne pourra pas tellement être retenue. On va aussi rechercher s'il doit avoir une réactivité, c'est-à-dire c'est votre prestataire sécurité qui doit être là en cas d'attaque, il ne répond pas au téléphone.
On l'a vu, ça va très vite. Il ne répond pas aux mails, vous n'y avez plus accès. Il n'a pas WhatsApp. Si vous regardez dans votre contrat, pas forcément sur le moment, mais un peu après, et vous vous rendez compte que son temps de réaction, en fait, qui était marqué dans le contrat, c'est 3 à 6 heures. Ça peut paraître bref, 3 à 6 heures, mais quand on voit qu'il faut quelques minutes pour chiffrer plusieurs centaines d'ordinateurs, plusieurs milliers d'ordinateurs, on peut se demander si ce 3 à 6 heures est vraiment réaliste. Voilà. La difficulté, effectivement, est du côté du prestataire de pouvoir s'organiser pour pouvoir répondre au mieux à ce type d'attaque. Mais ça peut être aussi un curseur dans le choix du prestataire. Et on va retrouver ce type de garantie dans ce qu'on appelle les SLA. Donc, ce sont des garanties, des clauses de garantie dans les contrats informatiques qui vont fixer, j'en ai rapporté un petit exemple, le prestataire s'engage à un taux de disponibilité de 99%. Alors ça, c'est délicieux pour un juriste parce que 99% par rapport à quoi, par rapport à quel référentiel, ce sont des termes assez techniques qui, si on le rapporte au plan juridique, ce serait plutôt une obligation de moyens finalement et non pas de résultat puisqu'on n'est pas à 100%. Voilà, donc on est à 99%. Il y en a qui rajoutent le virgule 99. En cas de manquement, le prestataire sera redevable d'une pénalité due au client et calculée comme suit. Et donc là, on a des formules. Alors ça, je vais en parler dans une deuxième partie, la clause pénale. Mais donc voilà, on a cette clause qui détermine la réactivité. Il y a d'autres clauses qui vont préciser dans d'autres contrats les jours ouvrés, et plus vous aurez de précision et plus vous serez couvert, qui vont vous donner un mail ou un numéro de téléphone, qui vont vous donner des plages horaires. Effectivement, une plage horaire, ça peut être compliqué. Souvent, on entend dire que les attaques, c'est le vendredi soir à 17 ou 18 heures. Si c'est vraiment le creux chez votre prestataire informatique, ça peut être aussi très compliqué pour vous. Voilà. Donc, il y a des choses à anticiper de ce côté-là. On a un niveau de qualité aussi à attendre. C'est-à-dire que votre prestataire peut très bien vous avoir assuré d'une très bonne qualité et puis, finalement, s'avère ne pas être à la hauteur de ce qu'il avait annoncé. Donc, il faut s'assurer d'un référentiel qualité qui soit extérieur. Là aussi, on a des appuis avec des guides de l'ANSSI ou de la CNIL afin d'avoir un niveau de réaction. Là, je prends l'exemple d'une cliente qui a été attaquée au ransomware cet été. Et son prestataire informatique lui a fait tout débrancher, lui a fait éteindre les ordinateurs. Donc, du coup, c'est pour ça que j'avais réagi là-dessus. Et première préconisation aussi, dans une deuxième ou troisième étape, porter plainte. Elle n'avait pas porté plainte. Et c'est le prestataire informatique qui lui a dit on ne porte pas plainte et on fait toutes ces démarches-là. Sauf que quand on écoute les experts autour de cette table ronde, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Donc elle avait fait toutes les sauvegardes qui convenaient, donc elle n'a pas été impactée, elle n'a pas payé la rançon et s'est pas bien rendu compte que son prestataire l'avait induite en erreur sur toute la démarche de réhabilitation en fait de son système d'information. Et quand je lui en ai parlé, elle était assez étonnée puisque en fait elle était passée à travers par sa propre mesure organisationnelle finalement et de sauvegarde et non pas forcément grâce au conseil de son prestataire informatique. Donc on peut avoir comme ça des niveaux de lecture différents en fonction de comment on se positionne. Parce qu'effectivement, il faut porter plainte, même si après, le traitement de la plainte aura sa propre vie. Voilà. Et le niveau des moyens à mettre en place également, c'est est-ce que les personnes ont les outils, est-ce que les prestataires ont les outils suffisants et sont suffisamment compétents en interne pour vous proposer des moyens adaptés à mettre en place dans ce type de cas. Voilà. Et alors la sanction, elle est contractuelle. On a deux types de sanctions en général. Donc soit ce sont des clauses généralistes qui disent c'est des dommages et intérêts qui seront calculés selon la loi et donc il faudra chiffrer malheureusement une perte d'exploitation et ça c'est compliqué, on fait tout pour pas l'avoir, il faudra chiffrer et donc là dès qu'on se met à chiffrer on en a pour des années, ou bien on prévoit ce qu'on appelle une clause pénale. Les clauses pénales, c'est que selon soit une méthode, soit un prix fixe, on va dire en cas de défaillance du prestataire, le prix X sera payé. Voilà. Quel que soit le niveau d'impact. Après, on peut demander la réduction, mais on ne pourra jamais demander une augmentation. Et ça, c'est bien reçu par les juges. Voilà. C'est entre professionnels, ça ne marche pas avec les consommateurs, bien entendu, mais c'est bien reçu par les juges. J'ai quelques exemples.
qui n'ont pas forcément de rapport avec les ransomware, hein. C'est des exemples de contrats IT en général. Donc il y avait une histoire d'une société qui avait confié la refonte de son site internet à un prestataire en lui demandant de ne pas toucher à ses données personnelles sous couvert d'un accord de confidentialité. Et ça s'étendait au fait de ne pas les transférer. Et le prestataire a refondu le site internet et a changé l'hébergement du site internet sans en parler à la société avec toutes les données qu'il y avait derrière. Violation de l'accord de confidentialité, clause pénale, 100 000 euros. Le juge a acté la clause pénale de 100 000 euros pour ce fait-là. Et dans ce cas-là, la victime, parce qu'on est victime quand même, que ce soit dans une ransomware ou dans ce type de cas, la victime a bien fait parce qu'elle aurait eu du mal à démontrer qu'elle avait une perte de chiffre d'affaires à cause de ça. Donc, elle a chiffré en amont le préjudice que ça pouvait lui causer et elle n'a pas d'autres preuves à rapporter que le fait qu'il y a eu faute. Et ça, c'est vraiment un gain de temps dans l'indemnisation de la victime. Il y a aussi des clauses pénales qui marchent en cas de violation du conseil entre professionnels ou quand les clauses sont tellement illisibles, même entre professionnels, que c'est pas du conseil, c'est de la désinformation. Ça, les juges l'ont acté avec des résiliations au tort des professionnels. Notamment, c'était des contrats de FAI illisibles. On ne va pas citer les FAI français qui ont des clauses illisibles. Ou encore, il peut y avoir également, par le juge, des injonctions à mettre en œuvre des moyens propres à empêcher l'accès à la divulgation de données personnelles, soit au FAI, soit pour des grosses mises en œuvre. Donc je crois que j'ai un peu débordé dans le temps, c'est ça ? J'y suis presque. Je n'ai pas épuisé le sujet, mais effectivement, en fonction de tous ces critères, on va retrouver de l'autre côté, on va passer sur le sujet rapidement des assureurs qui vont proposer certaines choses. La difficulté pour un assureur, c'est d'assurer du risque qui, sur des rançons, qui, en théorie, ne doivent pas être payés. C'est ce que préconise quand même la gendarmerie. Parce que sinon, c'est acter une infraction. On rentre là, ils sont complices quand même de quelque chose d'assez grave. Donc, il faut regarder le niveau d'indemnisation en cas de perte de chiffre d'affaires et le niveau d'indemnisation, de prise en charge des prestataires qui peuvent vous accompagner dans le rétablissement de votre activité. Merci Alexandrine. Juste pour citer un des cas qui a été récemment publié également, c'était le RSSI de Uber. Alors c'était pas sur un ransomware, mais sur une attaque. En fait, il avait négocié avec les attaquants sur le fait qu'ils ne diffusent pas la fuite de données. Et donc il y a quand même le deuxième effet qui se coule derrière, c'est-à-dire que lui, le RSSI a été viré. Et en plus, il a été condamné aussi, alors même si c'était aux États-Unis, mais enfin, on voit bien quand même qu'à un moment donné, il faut quand même se situer d'un côté ou de l'autre. Et l'intérêt également de déposer plainte, c'est vraiment la possibilité d'avoir ce statut de victime, d'accord, qui est important, même vis-à-vis de ses clients. Oui. Donc, faut pas hésiter à déposer plainte. Rapidement, juste le site dont parlait tout à l'heure Antoine, il me semble, sur No More Ransom. Donc ça, c'est vraiment un site qu'il faut suivre, qui va centraliser tous les outils qui vont permettre de déchiffrer des ransomware connus. Voilà, donc c'est de toute façon quelque chose à avoir en tête. C'est géré par Europol et il y a tout un tas d'éditeurs d'antivirus ou de professionnels qui collaborent. Donc c'est très bien. C'est vraiment dans le partage de l'information et notamment ces fameux indicateurs de compromission et des clés de déchiffrement qu'on arrivera à lutter contre ce type de menaces. Enfin, le guide de l'ANSSI, et là on va arriver sur Rémi, si Rémi tu nous entends. Donc on a la chance d'avoir l'ANSSI qui est très active sur la notion de la cybersécurité en France. Hein. On a une agence qui est reconnue au niveau européen et qui délivre tout un tas de conseils. Et pour le ransomware, donc ils ont diffusé un guide en début septembre où on parlait de réduction des risques d'attaque avec ces notions de sauvegarde, de matériel donc mis à jour, d'utiliser les mises à jour des logiciels, des systèmes, etc. Le cloisonnement du réseau. Pensez à la sécurité incendie, c'est le même principe. Vous allez avoir des coupe-feux, des portes coupe-feu qui vont permettre de cloisonner
et isoler la partie qui va être compromise. Donc ça, c'est très important. Et puis l'anticipation du risque, comme on l'a évoqué avec Antoine, sur la mise en place de procédures, d'accord, en amont, la sensibilisation, sujet essentiel sur lequel je reviendrai d'ailleurs après cette table ronde, et puis tout ce qui est réagir en cas d'attaque, hein, donc sur les différentes mesures qu'on a évoquées, et faire les bons choix avec ne pas payer la rançon, déposer plainte, préparer également toute la partie communication, d'accord, la communication de crise qui s'anticipe également, aussi bien en interne qu'en externe vis-à-vis de ses clients, etc. Donc Rémi, si tu nous entends, est-ce qu'on peut basculer sur Rémi Dodini, donc, qui est le délégué régional de l'ANSSI? Alors, on n'entend pas. Vas-y. Tu nous entends? Non, on t'entend. Nous, on n'a pas le retour. Vous m'entendez? Moi, je vous entends. Alors, toujours petit souci. Donc, il y a un gros délai. On va faire avec. Donc, je rajouterai juste entre-temps, donc nous faisons partie de la commission sécurité. Donc, je vous remercie. D'accord. Et donc, voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre contact avec la mêlée et adhérer à cette commission sécurité. On essaye de se réunir une fois par mois et puis évoquer les différents sujets un peu de l'actualité ou voire réaliser des sensibilisations, des événements comme ça. Rémi ? Vas-y. Donc en fait, merci Frédéric pour toutes ces informations. En effet, c'était très complet, votre intervention était très complète. Bien entendu, le message principal, hein, c'est de ne pas payer la rançon. Il faut surtout jamais payer cette rançon. Aujourd'hui, on a affaire en effet à une sophistication de la menace des rançongiciels qui est particulièrement agressive. Vous l'avez évoqué, l'aspect ransom as a service, où les groupes cybercriminels vont pouvoir avoir accès à des ressources qui vont pouvoir se partager. On n'est plus tout à fait dans ce qu'on appelait le big game hunting, où on avait des attaques ciblées sur des très très gros comptes. Aujourd'hui, tout le monde est concerné, hein, TPE, PME, mais même les collectivités territoriales. Une étude récente a fait état d'attaques sur des collectivités territoriales, au sens où 30% de ces organismes avaient connu des attaques sur les rançongiciels. C'est quelque chose qui, justement, tu l'as dit Frédéric, a nécessité de la part de l'ANSSI une réaction par la création de ce guide. Tu l'as dit, il y a une partie réduire les risques et une partie réagir en cas d'attaque qui est particulièrement bien faite. Je conseille la lecture et c'est la première fois qu'on a un guide didactique à ce point-là et dans lequel on va avoir la participation et l'intervention de témoignages, donc le CHU de Rouen, M6 et puis Fleury-Michon, donc des entreprises, enfin des structures tout à fait différentes qui ont connu ces affres des attaques par rançongiciel. Je suis très content que vous ayez fait aussi le lien avec la partie RGPD. Je ne peux que conseiller la lecture attentive du guide la sécurité des données personnelles de la CNIL. Il suffit de taper sous votre browser internet préféré RGPD par où commencer et vous tomberez sur ce guide. C'est très bien fait, il y a 17 fiches et la première fiche c'est sensibiliser les utilisateurs. Et ça aussi c'est quelque chose, un message que je voudrais faire passer. On a parlé beaucoup de technique, on a parlé beaucoup de récupération de données, d'aspect informatique. La cybersécurité, l'état de cybersécurité, ce n'est pas
en fait un problème de sécurité informatique seulement. C'est un système socio-technique dans lequel l'humain joue beaucoup. Et vous l'avez dit, la pénétration dans les systèmes d'information se fait principalement par phishing, par hameçonnage. Opérations qui ont été décuplées pendant la période de confinement, pendant la crise sanitaire au début, où cybermalveillance.gouv.fr a noté près de 400% d'augmentation de tentatives de phishing. Donc voilà, je ne vais pas être très très long puisqu'on va se retrouver dans quelques minutes pour une session rapide de synthèse sur cette matinée cybersécurité. Juste pour vous remercier de la qualité de l'intervention et puis bien faire comprendre que tout ça derrière, en fait, c'est des problèmes de sécurité qui touchent pas que le numérique, qui touchent en fait notre économie. Et je vais y revenir dans quelques minutes, donc restez avec nous. Rémi, écoutez, on va clôturer à notre niveau sur ce thème-là. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Oui. Alors, je répète la question. Donc, quelle est à peu près la proportion de compromission entre les ordinateurs ou les smartphones ou les tablettes? En termes de chiffres, j'avoue que je ne sais pas si quelqu'un a ce type d'information. Je sais qu'il y a des ransomware qui ont atteint également plutôt des smartphones, mais c'était en utilisant des vulnérabilités. Maintenant, répondre sur une proportion, j'avoue que je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est quand même nettement moins que sur le système, quoi, sur le système d'information. Oui. Même question appliquée aux usines. On parle souvent, il y a quelques usines qui ont été hackées et bloquées par des ransomware. Vous avez des proportions. Donc il y a les usines, les hôpitaux également. D'accord. Alors donc au niveau des... je répète la question pour que ça soit relayé. Donc là, c'est pareil, une question plutôt sur les proportions concernant les usines ou les hôpitaux, etc. En termes de statistiques comme ça, c'est très délicat parce que on tombe sur deux aspects. Déjà, est-ce que les victimes se font connaître, ce qui n'est pas forcément le cas. Et après, il y a effectivement des centralisations d'un certain nombre de victimes. Notamment, j'avais ici... hop, je vais juste reprendre un lien. Je pense qu'il est en dessous. Voilà. Ici, si ça vous intéresse, vous avez un lien, c'est source Darktracer qui recense l'ensemble des victimes. Et donc, vous pourrez voir en fait le type de victimes qui s'est fait connaître, en tout cas, avec les types de malware concernés. Voilà, donc je l'avais vu à un moment donné. Mais c'est Darktracer et ils ont sorti un drive Google justement pour faire ce suivi-là. À l'heure actuelle, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'administrations, beaucoup d'hôpitaux, à savoir, parce qu'on est vraiment dans le thème, récemment, je crois que c'est la semaine dernière, il y a un hôpital en Allemagne dans lequel il y a eu une attaque par ransomware et une des conséquences, un des impacts, et c'est la première fois, où il y a une personne qui est décédée parce que l'hôpital n'a pas pu réagir dans ces traitements. Donc on commence à avoir des impacts forts qui vont jouer également sur la notion de vie humaine, de safety. Donc voilà. Maintenant sur les proportions, les stats, j'avoue que je suis désolé, j'ai pas, j'ai pas tout le panel. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Oui. Pour M. Crozet, j'aurais une question sur l'interprétation du privacy by default. Est-ce que vous faites une interprétation distincte de cette notion en fonction de l'importance de l'entreprise? Est-ce qu'on peut estimer que le niveau de sécurité par défaut peut être différent pour une TPE, PME que pour un grand groupe ou Alors, donc pour répéter, concernant le privacy by default,
Est-ce qu'il y a une appréciation entre la grandeur de l'entreprise, entre les grands groupes, les petites entreprises? Est-ce qu'il y a vraiment une prise en considération du niveau de la grandeur de l'entreprise? Non, en fait, le privacy by default, by design, hein, ça marche souvent ensemble. Ça concerne tout le monde, enfin toutes les entreprises, quel que soit le type de traitement en fait. Hein. Ça peut être un traitement qui n'a rien à voir avec l'informatique. Hein. À partir du moment où vous mettez en œuvre un traitement où il y a de la donnée à caractère personnel, vous devez prendre en compte un certain nombre, c'est une sorte de checklist hein, au final. Hein. Ça peut être, si vous développez un logiciel, effectivement, il faut qu'il y ait dans le cahier des charges un certain nombre de choses à destination de développeurs. Donc en fait, qu'on soit une TPE, une start-up ou un grand groupe, en fait, ça sera les mêmes contraintes, les mêmes obligations. Et c'est un droit important en fait hein, pour l'utilisateur au final. Hein, c'est que l'utilisateur doit être maître de ces données. C'est-à-dire que le privacy by default doit permettre par exemple à un utilisateur qui va se connecter sur son compte client, par exemple, de limiter un certain nombre de choses. Par exemple, s'il a donné son accord pour avoir une newsletter, s'il a donné son accord pour que ces données soient traitées à des fins ultérieures, à des fins statistiques, des choses comme ça, ben, il peut très bien choisir du jour au lendemain qu'il ne veut plus recevoir de newsletters, mais qu'il veut bien garder quand même, ou en général c'est l'inverse hein, qui se passe, mais de limiter en fait le traitement. Donc tout ça, ce sont des éléments très très importants et ça concerne vraiment, ça va de la start-up au grand éditeur de logiciels, c'est exactement la même chose. Voilà. Merci. Un petit mot? Vous avez quelque chose à rajouter, messieurs et dames les intervenants? Juste pour réagir à la question précédente de façon anecdotique, enfin pas tellement, il y avait en fin août, début septembre, il y a une attaque informatique du tribunal judiciaire de Paris qui a pu se propager par les mails adressés par les avocats, des avocats pénalistes notamment, qui n'ont pas forcément mis en place de mesures de sécurité particulières et qui n'avaient pas mis à jour leur Word et les choses comme ça. Donc effectivement, parce qu'il y a de plus en plus de virus qui circulent, vieilles versions de Word et d'Excel. Donc ça peut toucher effectivement toutes les catégories de personnes. Alors pourquoi un tribunal? Pourquoi des avocats? Parce qu'il y a des affaires très 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 sensibles qui sont traitées, qui sont classifiées effectivement données sensibles. Et finalement, peu importe qu'on soit petite structure, petit cabinet entre guillemets en nombre de taille de salariés ou une grosse, on est une porte d'entrée, une vulnérabilité du fait même de la détention de données à caractère personnel, mais à caractère sensible parmi les données personnelles. Et ceci, donc pour appuyer ce que vient de dire Fabien Crozet, peu importe finalement le nombre de salariés ou le nombre de traitements, si vous avez très peu de traitements et très peu de bases de données avec des données sensibles, vous serez peut-être moins impacté par le RGPD qu'une petite entreprise ou un entre guillemets petit cabinet d'avocats qui va traiter de données extrêmement sensibles avec des données d'infraction pénale, avec des données familiales ou des données de secret des affaires. Voilà. Donc on devra mettre un niveau de sécurité peut-être beaucoup plus élevé malgré le nombre de salariés. Merci beaucoup. Et juste pour finir, en fait, on voit que cette notion de ransomware, c'est une menace qui va simplement copier des menaces du monde physique qu'on va appliquer dans le monde numérique sur une demande de rançon. Et donc, au-delà de la notion des fichiers chiffrés, maintenant, il y a également des demandes de rançon, justement par rapport à des données qui ont été volées pour ne pas les publier. D'accord ? Donc, c'est juste, en fait, un moyen de gagner de l'argent en utilisant des techniques de criminalité, on va dire, classiques, appliquées au numérique. En tout cas, voilà, il faut vraiment être conscient que c'est quelque chose de très présent, et puis sensibiliser, et du coup, si ça vous intéresse, donc on va basculer sur ce thème de sensibilisation que je vais aborder sous un angle justement où tout le monde va utiliser, c'est le parallèle, l'analogie avec la sécurité routière, c'est-à-dire qu'au-delà, dès qu'on parle de cybersécurité, si on n'est pas technophile, on va avoir peur.
L'objectif maintenant, c'est vraiment de sensibiliser l'ensemble des personnels qui peuvent utiliser Internet. Et donc, je vais essayer de vous montrer que un utilisateur, un conducteur, il n'est pas forcément mécanicien et pourtant il a appris à conduire prudemment sur un réseau routier. Et bien maintenant, il faut simplement, en tant qu'utilisateur d'Internet, apprendre à se conduire prudemment sur un réseau numérique. Merci beaucoup et pour ceux qui veulent rester avec nous. Merci. Merci.